Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on plonge dans une analyse vraiment fascinante. On va aller bien au-delà des simples données cliniques pour explorer quelque chose d'infiniment plus puissant, la réalité humaine. À travers un recueil de 20 témoignages bruts et hyper intimes, tirés d'un document qui s'appelle L'espace des voix, on va essayer de comprendre ce que ça signifie concrètement de vivre avec le VIH de nos jours. En fait, c'est une exploration qui transforme des statistiques un peu froides en une véritable histoire de résilience, de secret et au bout du compte, de dignité. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. D'habitude, quand on aborde le VIH d'un point de vue médical, on a tendance à limiter la discussion à deux choses. La charge virale, en gros la quantité de virus dans le sang, et le taux de CD4, qui montre comment se porte le système immunitaire. C'est la base, la fameuse perspective classique qui domine toujours le sujet. Et oui, ce sont des chiffres vitaux, c'est indispensable pour la survie physique. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour comprendre l'impact de la maladie? Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'en réalité, il y a un contraste assez frappant entre ces statistiques médicales et la vraie vie, le quotidien des gens. Maîtriser la biologie du virus, c'est fondamental, mais ce n'est qu'une petite partie de l'équation. Le succès d'un traitement, ça exige bien plus qu'une simple suppression du virus. Il y a toute une trajectoire humaine, super complexe, qui continue d'évoluer, même quand les médicaments rendent le virus indétectable. Guérir le corps, ça ne veut pas dire qu'on a automatiquement guéri l'esprit ou restauré la place de la personne dans la société. Et c'est exactement ce que résume cette citation. Derrière chaque charge virale se cache une trajectoire humaine. C'est vraiment le point de départ de ce décryptage. Pour comprendre cette trajectoire, il faut faire preuve d'énormément d'empathie. C'est cette empathie-là qui permet de transformer un acte technique, genre prescrire une boîte de pilules, en une vraie alliance entre le médecin et le patient. Le soin, le vrai, ne peut pas exister si on met de côté le courage et l'histoire personnelle de l'individu. Ce qui nous amène à notre première grande réflexion. Aller au-delà de la simple biologie. Pour vraiment saisir à quel point cette réalité est intime, il suffit d'écouter les mots de Rose. C'est une jeune femme de 28 ans qui vit au Cameroun et ce qu'elle raconte est franchement bouleversant. Elle dit « Le VIH est une maladie du cœur avant d'être une maladie du sang ». En fait, Rose a été contaminée par son fiancé qui connaissait très bien son propre statut mais qui a choisi de ne rien lui dire. Heureusement, grâce à la médecine, son bébé est né séronégatif. Mais elle explique que chaque fois qu'elle prend son traitement, ça lui rappelle cet homme. C'est un exemple frappant qui montre bien que les blessures émotionnelles et le sentiment de trahison survivent souvent bien plus longtemps que la maladie physique en elle-même. Et ça nous fait basculer vers une autre étape, souvent la plus sombre, le choc, le stigmate et tout le poids du rejet social. Il faut écouter le témoignage déchirant d'Aminata, 34 ans, au Mali. Pour elle, au moment du diagnostic, le plus insupportable, ça n'a pas été le virus, ça a été le rejet total, brutal de sa belle famille. Elle raconte: ils m'ont chassée comme une pestiférée, sans mes enfants. J'ai passé des nuits à pleurer dans la poussière. C'est juste glaçant, non? Cette histoire souligne une réalité terrible. Le rejet par la famille et la société inflige une douleur souvent infiniment supérieure aux symptômes du virus. Et ce fardeau psychologique, on le retrouve un peu partout dans les différents témoignages. Le stigmate, c'est la perte instantanée du soutien de ses proches. Il y a aussi le jugement constant des autres. Prenons Sarah, en Tunisie, dont le fiancé a purement et simplement annulé le mariage. Il a repris la dot et l'a laissée totalement isolée. Mais le pire, le plus insidieux, c'est l'internalisation de ces tontes. Thomas, par exemple, voyait au départ le virus comme une punition qu'il méritait pour ses excès passés, au point de saboter son propre traitement. C'est dire à quel point ça peut être destructeur. On aborde maintenant un autre aspect crucial de cette survie, le lourd, très lourd fardeau du secret. Devoir se cacher pour espérer mener une vie normale. Et ça illustre brillamment jusqu'où certains doivent aller pour s'en sortir socialement. Saliou a 50 ans et vit dans un village au Sénégal. Il confie: « Je cache mes médicaments dans un sac de graines pour oiseaux. » Pourquoi? Parce que si son secret était découvert, il serait immédiatement banni du puits et de la prière par le chef du village. Imaginez un peu. Le poids de ce mensonge permanent, tous les jours, ça l'épuise bien plus que son travail acharné dans les champs. En fait, ce fameux secret, il prend plein de visages différents. On a Ahmed, un notable au Maroc, qui fait de longs voyages vers une autre ville juste pour récupérer ses médicaments incognito. À Paris, on a Marc, qui cachait ses boîtes de pilules derrière des bouquins dans sa bibliothèque, par pure honte. Et d'une façon vraiment touchante, on a Léa, une petite fille de 12 ans. Sa maman a dû inventer un petit secret magique pour justifier la prise de médicaments à l'école. Du coup, elle raconte à ses copains de classe que c'est une pilule pour l'aider à grandir. Les stratégies qu'il faut déployer sont incroyables. Heureusement, la situation évolue, ce qui nous amène à un véritable tournant de l'histoire, la révolution médicale, avec des avancées décisives. Quand on regarde l'évolution des traitements sur les dernières décennies, c'est juste spectaculaire. Robert, qui a 72 ans, a survécu aux terribles années 90 en prenant de l'AZT, un truc super toxique qui, selon lui brûlait les entrailles.
Ensuite, dans les années 2000, le défi, c'était des poignées de pilules à prendre à des heures précises. Aujourd'hui, des patientes comme Thérèse au Rwanda prennent un seul comprimé par jour. C'est sa potion magique qui lui permet de rester en forme et d'élever ses enfants. Et pour d'autres, comme Marc, on passe carrément au traitement injectable récent. Ça veut dire qu'il n'y a même plus cette prise quotidienne qui rappelle la maladie. C'est une libération absolue. Il y a vraiment 2 avancées fondamentales qui marquent cette nouvelle ère. D'abord, le concept de I égale I. Ça signifie que si la charge virale est indétectable, le virus est intransmissible. C'est énorme. Et puis il y a la PrEP, un traitement préventif pour bloquer l'infection. Pour Simon, 24 ans, la PrEP agit comme une véritable armure invisible. Ça lui permet de profiter de sa jeunesse sans que l'ombre de la maladie ne vienne dicter sa vie. Alors, ce qui est vraiment intéressant sur ce point, c'est l'impact psychologique de cette révolution. David raconte que la science a complètement enlevé le mur de latex qui le séparait de son partenaire séronégatif. La toute première fois qu'ils ont pu avoir des relations intimes sans protection, simplement grâce à cette certitude absolue que le virus était intransmissible, il a pleuré de gratitude. Ce concept a redonné à des milliers de personnes un droit fondamental, le droit à l'intimité et le droit d'aimer sans avoir peur. Et on arrive à la dernière étape de notre analyse, de loin la plus lumineuse. La renaissance, la dignité retrouvée, le fait de vivre pleinement. Ça pose quand même une question super profonde. Une fois que le virus est complètement endormi par les médicaments, c'est quoi la véritable guérison? Si le corps va bien, comment l'esprit guérit-il de toutes ces années de honte et d'angoisse? Maria, depuis Madrid, nous offre une réponse magnifique. Elle a passé 10 ans avec cette espèce d'horloge mentale à paniquer au moindre rhume, et puis un jour elle s'est réveillée sans y penser. Elle déclare « C'était ça ma vraie guérison, l'oubli. Je ne suis plus une séropositive, je suis Maria. C'est ça en fait, la vraie guérison, c'est la capacité de se détacher de la maladie pour redevenir soi-même et vivre une vie complète sans porter ce poids en permanence. » Et puis, impossible de ne pas parler de la résilience incroyable de Junior. Il est né avec le virus et à l'adolescence, il a fait un énorme rejet de ses médicaments au point de tomber dans le coma. À son réveil, son médecin a eu les mots justes. Il lui a dit que le virus était un pirate et qu'il ne devait surtout pas le laisser diriger son navire. Aujourd'hui, Junior est indétectable et devinez quoi, il fait des études de médecine. C'est la preuve vivante que ces personnes ne sont pas des victimes, mais avancent dans la lumière comme de véritables vainqueurs. Donc le point crucial à retenir, c'est que le succès thérapeutique moderne ne se lie pas juste sur une analyse de sang. La vraie formule de la réussite, c'est l'addition d'une biologie maîtrisée, d'une dignité restaurée et d'une intégration sociale complète. Tant que l'empathie et l'acceptation ne feront pas partie de l'équation, la victoire de la médecine restera incomplète. Pour refermer ce décryptage, voici une réflexion à garder en tête. Face à tous ces récits de courage, on peut se demander comment cette empathie, qui est si vitale pour les patients, peut en fait transformer notre propre regard sur la vulnérabilité humaine en général. Parce que, comme on l'a vu, derrière chaque diagnostic se cache une vie, un combat et une quête de dignité qui nous concerne absolument tous. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.